Ce qui est intéressant, c'est que souvent, quand on parle des initiatives privées, associatives, citoyennes qui se mettent en place, on dit souvent, ben oui, les citoyens suppléent aux carences finalement des autorités publiques, de l'État, de ses obligations. Et là, on voit qu'on est bien au-delà de ça. On est bien au-delà de simples carences de l'État, puisqu'on est plutôt dans des pratiques de l'État de mise à distance, d'exclusion, dans un climat d'hostilité et de suspicion vis-à-vis des migrants qui est quasi systématique et qui conduit non pas seulement à des carences de l'État, mais même à des pratiques illégales de refus de droits fondamentaux. On nous a parlé d'hébergement, on nous a parlé de protection de l'enfance, c'est un droit fondamental. On a parlé également d'accès aux droits communs en matière de protection maladie, qu'il s'agisse d'assurance maladie ou d'aide médicale de l'État. Et donc on voit bien que désormais, les immobilisations, elles doivent plus seulement se faire face, je dirais, à la passivité de l'État, mais elles doivent se mettre en place face à l'action hostile de l'État vis-à-vis des migrants et donc parfois contre l'action des pouvoirs publics dans de nombreux domaines, ce qui explique aussi en retour pourquoi aujourd'hui il y a une tentation de criminalisation de la solidarité qui se met en place un peu partout, où on a poursuivi Médecins du Monde ou le Secours catholique pour donner à manger, pour donner à boire ou des couvertures, et on comprend bien pourquoi, puisque ça va directement à l'encontre des politiques publiques qui sont pas seulement défaillantes et passives, mais bien actives, mais dans le mauvais sens du terme. Voilà, c'est-à-dire je parlais juste comme ça pour vous donner envie de poser des questions à nos interlocuteurs sur les expériences dont ils ont fait part, qui sont très variées en termes de publics concernés, en termes d'actions menées, en termes également de domaines traités. On s'est écarté un peu de la santé, mais on sait bien que la santé, c'est pas seulement l'accès aux soins et le fait d'être en face à face avec un professionnel de santé, mais c'est aussi le bien-être, c'est aussi pouvoir répondre à tout un ensemble de besoins essentiels et de droits fondamentaux. Oui, bonjour, c'est Dominique Herouédan, je suis médecin. J'ai travaillé beaucoup en Afrique et maintenant je travaille dans un centre pour les personnes migrantes, personnes des rues et toxicomanes à République. Et j'ai été contente d'entendre la phrase de Ricoeur, mais justement, il y a quelque chose qui me dérange dans cette phrase de Ricoeur, c'est qu'il dit, comme vous dites, quelque chose est dû à l'être humain du fait qu'il est humain. Mais il n'y a pas un devoir, il me semble qu'on doit changer cette perception ou cette philosophie, justement, et parvenir au naturel, dans cette relation où on aide son prochain, quelle que soit sa provenance. Voilà, c'était un commentaire comme ça. Et sinon, je voulais demander à Ibrahim, vous êtes médecin, Ibrahim Gassama, médecin de Guinée. Est-ce que vous avez la possibilité d'exercer en France ou est-ce que vous avez cette démarche? Est-ce qu'il y a d'autres médecins guinéens comme vous dans la région? Comment vous vous situez par rapport à votre métier dans ce contexte? Merci. Merci pour la question. Pour l'instant, je suis en situation de la régularisation. Du coup, j'ai fait une demande à l'ARES. Donc, ils m'ont demandé il faut d'abord avoir le statut de réfugié et puis aussi passer, n'est-ce pas, le concours AVE. C'est-à-dire, je ne sais pas si... Validation des activités. Donc, VAE. Donc, ils m'ont demandé d'abord le document du statut de réfugié. Donc, pour l'instant, je ne suis pas d'abord un exercice de ma profession, quoi, pour l'instant. Ouais. Oui, bonjour. Je m'appelle Isabelle Belaigne. Je travaille dans un département, un conseil départemental. Donc, je suis un service public. Je suis un fonctionnaire. Je ne suis pas une association. Je suis CJ d'Éclat. Et je voulais dire que dans mon institution, il y a des partenaires de l'aide sociale à l'enfance, il y a des assistantes sociales du service social départemental, il y a des infirmières de CLAT, il y a des médecins de PMI, des puéricultrices de PMI qui
travaillent ensemble, qui travaillent en collaboration pour essayer d'améliorer la santé des migrants, qu'ils soient MNA, mais aussi des migrants qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, et qui n'ont pas forcément de statut non plus légal. Donc je voulais reposer aussi le cadre que l'association, certes, mais tout à l'heure j'ai entendu un petit truc qui m'a un peu chagriné, c'est que bon, les fonctionnaires, malgré tout, parce qu'on est fonctionnaires, on fait des choses, parfois à l'encontre de ce que nous demande l'ARS, parce qu'on va un petit peu au-dessus de ce qu'on nous demande de faire, mais il y a des volontés locales avec du travail de réseau. Voilà. Je me suis peut-être mal exprimé, je ne mets pas en cause tous ces formidables personnes qui, dans le cadre public ou privé d'ailleurs, peu importe, des fonctionnaires à l'hôpital public, etc., mettent en œuvre plein de choses, participent au service public. Ce que je me remettais en cause, c'était des politiques publiques telles qu'elles s'expriment à la frontière, dans la vallée de la Roya ou au col de l'Échelle, au-dessus de Briançon, et qui mettent en danger des personnes, des politiques publiques qui mettent en danger des jeunes en région parisienne et ailleurs, à Orléans. C'était donc des politiques publiques avec des responsables politiques. Quand des enfants sont maltraités ou pas traités, ou que leurs droits sont bafoués, alors qu'ils devraient être pris en charge par la protection de l'enfance, les fonctionnaires du conseil départemental de l'aide sociale à l'enfance ne sont pas en cause. A priori, ce sont les responsables. Juridiquement, le responsable, c'est le président du conseil départemental. Donc je voulais juste le préciser. Bonjour, je suis Dominique Racineau, je suis médecin responsable de la PAS de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. PAS adulte, mais on voit des MNA, on les reçoit. Donc voilà, je remercie tout le monde et puis Adeline d'avoir très bien présenté les PAS. Et il y a beaucoup de choses à dire, et notamment au niveau éthique. Et moi, je me pose la question aussi, j'ai l'impression que souvent on travaille contre les associations, et que là, depuis tout ce matin, on entend beaucoup de choses sur ah oui, les PAS dysfonctionnent, ah oui, les PAS ne reçoivent pas les migrants. Et je suis désolée, en fait, j'étais naturellement offusquée. Je pense que toutes les PAS reçoivent les migrants, les jeunes, et on essaye, nous aussi, de faire beaucoup de choses. Et effectivement, comme tu dis, Antoine, les politiques publiques sont un peu compliquées. Et notamment, donc ça, c'était le premier point que je voulais aborder. Puis le deuxième, il y a la semaine dernière, la plateforme Asile de Marseille nous a dit qu'elle ne pouvait, maintenant que les critères de vulnérabilité pour les demandeurs d'asile étaient restreints pour l'hébergement, et notamment pour les femmes enceintes. Ce n'était plus que les femmes enceintes qui disposaient d'un certificat médical, d'une échographie de datation d'une grossesse de 8 mois. Et je voulais poser la question si c'était que les Bouches-du-Rhône qui faisaient ça ou pas. Et ça, pour moi, c'est l'ultime problématique, parce qu'on n'accueille même plus les femmes enceintes, on les héberge plus. Je sais qu'à Marseille, le 115 ne répond aux appels téléphoniques que dans 30% des cas. Donc le 115, le dispositif d'urgence. Donc on met à la rue les femmes enceintes qui, évidemment, demandeuses d'asile arrivant en France, elles ne pourront pas avoir une échographie de datation qui prouvera qu'elles ont plus de 8 mois. Donc je voulais savoir si dans les autres régions c'était la même problématique. Et je pense, voilà, et je reviens aux premières questions, il vaut mieux faire des alliances et se soutenir, même si les financements, évidemment qu'on est dans un financement concurrentiel, mais il vaut mieux se soutenir, puisque de toute façon il y a bien des migrants et qu'on aura toujours du travail si... voilà. Alors qu'il n'y ait pas de malentendu, on n'est pas du tout là pour taper sur les passes, heureusement que les passes sont là. Le problème, c'est que parfois, malheureusement, et encore plus lorsqu'on ramène une population qui est un peu invisible, qui n'avait pas accès aux soins, à ce moment-là, on commence à saturer même les dispositifs des passes. Nous sommes saturés. Hein. Et là, c'est assez catastrophique. Il y a aussi le fait que partout, même l'ASE, on peut aussi... on a eu des difficultés, par exemple... Récemment, on a enfin réussi à avoir un gamin reconnu mineur par un juge, envoyé dans le cadre de la décentralisation à Marseille. Et à Marseille, l'ASE n'était même pas au courant, le gamin s'est retrouvé à la rue.
bon, s'il n'y avait pas eu des associations locales pour essayer de l'aider, il serait toujours à la rue. C'est l'ensemble des dispositifs, comme vous êtes en train de le dire, qu'il faut soutenir. Et moi, il me semble que le meilleur moyen de soutenir, c'est d'utiliser éventuellement des personnes comme nous, qui ont les moyens et la capacité, et surtout aucun souci à aller critiquer les systèmes en place, puisque de toute façon, nous ne sommes pas financés par qui que ce soit, pour alerter, pour aider. MSF, c'est tout. MSF, il n'y a que... Oh, il n'y a pas que MSF, MDM le fait aussi. Oui, mais MDM n'est pas forcément financé que par... Bon, mais c'est un bon, là, je vais laisser MDM parler, parce que... mais bon, mais MSF, oui, il n'y a pas que MSF, mais je pense qu'on doit tous se serrer les coudes. C'est un travail collaboratif, c'est un travail de coordination, et d'essayer d'alerter un maximum sur des situations... Mais oui. Et voilà, et donc je vous alerte, l'hébergement et mettre à la rue des femmes enceintes de 8 mois, c'est 2 personnes qui sont en danger, c'est le bébé futur et c'est la femme enceinte quand même. Et ça, est-ce que vous avez des manières de le faire? Je suis bien d'accord que les mineurs isolés aussi, c'est très problématique et qu'ils ont augmenté. Pas que de ça, moi, dans ma passe, j'en avais 5% à peu près, maintenant j'en ai plus de 10-15%. Dans ceux que j'accueille. Vous savez que malheureusement, ce n'est pas le cas qu'à Marseille. C'est-à-dire que vous allez dans justement le camp sauvage de Saint-Denis, sur le canal Saint-Denis, vous avez des familles avec des bébés, des familles somaliennes, des familles érythréennes. Mais vous vous rendez compte qu'une femme seule à la rue enceinte de 7 mois, c'est pas possible. Ouais. Et donc les femmes sont aussi très, bien sûr. Très, très fragilisées. Quelqu'un? Allez-y. Oui, bonjour. J'aurais juste donné un petit témoignage. Moi, je suis parisienne. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle Petit Déj à Flandre. On connaît plutôt bien MSF. Je vais témoigner sur le fait d'être dans Paris. Ça semble être encore plus difficile que d'être en province. Nous avions à proximité un camp à Stalingrad. À l'époque, je dirais, les choses étaient vraiment difficiles pour les exilés, mais beaucoup plus facile pour nous, parce que nous, on se contentait de distribuer des petits déjeuners à 8h30 le matin. Depuis que le camp a été évacué, et qu'il y a un certain acharnement policier, je passe, il y a un éparpillement, ce qui fait que nous, on se retrouve le matin, de 8h30 à 9h30, à distribuer du thé, des tartines de Nutella, et qu'on ne sait parfois pas comment adresser tous les autres besoins. Donc ma question, qui est peut-être d'une simplicité, d'une naïveté absolue, c'est à quel moment est-ce qu'on tire le signal d'alarme? Nous, on a une boîte de Doliprane, ça m'affole toujours de penser que quelqu'un va venir en disant j'ai mal à la tête ou j'ai mal au ventre, et qu'il s'agira de quelque chose de beaucoup plus grave. Donc je sais qu'on a des contacts avec MSF, il y a un certain nombre de bénévoles chez nous qui se sont littéralement professionnalisés, mais il y en a beaucoup qui viennent distribuer du thé le matin avant d'aller travailler. Donc eux, ils n'ont pas forcément ni les compétences, ni le temps d'aller à l'établissement hospitalier ou à la structure la plus proche pour accompagner les gens qui viennent de se réchauffer un petit peu après une nuit qui en général n'a pas été très bonne. Voilà, donc je voulais juste témoigner sur le fait que quand on n'a pas une structure centralisée, géographiquement localisée, c'est parfois un petit peu difficile et on en fait l'expérience tous les matins. Merci. Karine, responsable d'un programme auprès des mineurs à Nantes, et aussi médecin généraliste. C'est plus de cette place-là dont je voulais parler, vu ce que tu expliquais, Adeline, aussi en termes d'orientation. Ça devient de plus en plus complexe aussi de prendre les gens en charge. Tout ce dont on parle, la santé des migrants, ce contexte européen et français liberticide qui va à l'encontre des droits des personnes et donc à l'encontre de la santé des personnes, est de plus en plus difficile effectivement à intégrer dans notre pratique, parce que on est en train de créer de plus en plus de tri entre les Dublinés qui n'auraient plus de droits, entre les déboutés, et on se retrouve face à des populations qui sont dans une difficulté de plus en plus grande pour l'accès à l'hébergement. Les femmes enceintes, 7 mois, 8 mois, mais c'est dans toutes les villes de France, des femmes enceintes à la rue. Et ce qu'on voit dans cette nouvelle loi asile et immigration, on se dit que bientôt
bientôt, il y aura tout un tas de catégories de personnes qui ne pourra même plus aller vers l'hébergement d'urgence de peur d'avoir un contrôle administratif de sa situation. Donc ça, en termes de santé, quand l'espoir est fermé, c'est extrêmement dégradant. Quand on n'a plus la possibilité de se projeter dans quelque chose de possible, quand on est maintenu à ce point-là à la bordure du monde, donc en termes de prise en charge de santé mentale, on est tous dans des difficultés très fortes. Moi, en tant que généraliste, je n'arrive pas à orienter comme il le faudrait des personnes en souffrance forte, mais tous les gens qui sont aussi acteurs de la solidarité au quotidien, il y a énormément d'associations qui font énormément de choses, sont confrontés à des gens qui sont dans une souffrance forte, et ce parcours migratoire avec la fermeture de nos frontières est devenu aussi extrêmement traumatique, et ce qu'on entend actuellement sur ce que les gens ont pu vivre lors de leur traversée, ou en Libye, ou dans les déserts, c'est juste des histoires très difficilement entendables, même si ça fait des années qu'on entend ces choses-là. Donc il y a un épuisement des aidants global, et des aidants et des soignants, parce que les soignants, c'est aussi tous ces gens qui finalement vont amener un repas, vont aider dans l'orientation. Je pense que la solidarité est aussi quand même un déterminant de santé positif, et c'est merveilleux tout ce qui se passe en France actuellement en termes de solidarité, mais c'est absolument épouvantable ce qui se passe dans le cadre de la loi Asile, et les mineurs non accompagnés qui ne sont pas reconnus mineurs, c'est juste un truc de fou. C'est incroyable, ils n'ont pas de statut, ils n'ont accès à rien, et on se retrouve tous à parler de ça, tellement cette non-humanité, vu qu'on ne veut pas qu'ils soient mineurs, ils ne sont pas majeurs non plus, et ils n'ont vraiment accès à rien du tout, et ils sont dans une précarité extrême. Voilà, c'était un témoignage. Bonjour, Samuel, je suis travailleur social dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Et en fait, j'ai l'impression, il y a plusieurs choses qu'on remarque, c'est que comme si l'État, au niveau de la santé ou pour certaines décisions, reprenait la main. Je vais citer des exemples parce que ça va être plus clair. Par exemple, pour l'excision, on demande les femmes qui demandent l'asile pour leur enfant ou pour elles-mêmes, en raison de l'excision, doivent produire un certificat d'excision ou de non-excision, qui était fait par soit des généralistes ou dans des unités à l'hôpital, par exemple spécialisées là-dedans. On a ça à Montreuil, nous on est situé à Montreuil. Et là, la médecin m'expliquait qu'il y a une loi, je ne sais pas si c'était dans la loi ou qui était passée, qui disait que les médecins qui se chargeaient de ça, il fallait que maintenant ça soit ceux qui ont les médecins légistes, qui ne sont pas absolument pas formés. Donc la médecin m'expliquait qu'elle était en train de former des médecins les seuls habilités à faire ce genre de certificat assermenté, mais qui ne savaient pas le faire, et elle, qui savait le faire, ne pouvait plus le faire, mais devait former les autres. Et donc c'était comme une reprise en main de ça. Et on a remarqué aussi, je pense pour les titres de séjour pour soins aussi, maintenant il faut que ça passe par un médecin de l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et donc comme s'il n'y avait plus de confiance envers les professionnels de santé, en fait. Et en tant que travailleurs sociaux, on a aussi, en CADA, on doit faire pour les gens qui sont réfugiés, peuvent rester 3 mois renouvelables, mais en 3 mois, c'est quasiment impossible, surtout en Ile-de-France, de trouver un autre hébergement. Et ils doivent, donc on doit demander une prolongation, les gens demandent une prolongation dans une lettre, et nous, on demande un rapport social. Et soudain, on nous a demandé un rapport social de 5 pages avec des choses complètement intrusives qui ne respectaient pas, évidemment, les préconisations de la CNIL. Donc nous, on a lutté contre ça, finalement, on a gagné, mais on a l'impression qu'il y a une intrusion encore plus forte des services de l'État sur les professionnels de santé, sur les professionnels des travailleurs sociaux. Et je ne sais pas, c'est pour voir s'il y a un débat, si d'autres personnes avaient constaté la même chose. Voilà, merci. Bonjour, Pierre, du coup je suis infirmier à l'équipe mobile de lutte contre la tuberculose du SAMU social de Paris. Et je vais rejoindre un peu monsieur sur ce sujet-là. C'est la pression administrative et souvent policière sur les dispositifs et sur la continuité des soins. Voilà, ça devient compliqué de traiter une tuberculose pour des migrants en France. Il se trouve que 6 mois de traitement, c'est plus ou moins ça coïncide avec ce qu'on peut arriver sur le temps de recevoir son arrêté de transfert. Et du coup, on peut espérer être plus ou moins légal dans le temps de traitement si ça coïncide bien les dates. Mais on en est plus ou moins là à réfléchir là-dessus pour l'accès aux soins.
on se retrouve avec une grosse difficulté aussi sur le placement en centre de rétention administrative à la sortie des prisons. Pour les gens qui ont commencé un traitement de tuberculose, faut bien réfléchir que quand on est migrant en prison et que du coup on a d'autres pensées que le soin, surtout si on se sent pas malade. Et du coup, si la PAF nous attend à la sortie de la prison pour nous conduire en centre de rétention et nous envoyer dans un autre pays, c'est sûr que la continuité des soins, là, est foutue. C'est une grosse difficulté pour nous. Il y a aussi, et je revenais un petit peu sur la passe psy et tout ça, les sectorisations, le CLAT aussi, la sectorisation, c'est la sectorisation des CMP géographiques, et pour des personnes qui sont en errance, pour des personnes qui se déplacent sur Briançon, c'est que des personnes qui vont être de passage. C'est très compliqué pour avoir une continuité des soins s'il faut justifier qu'on habite dans cet endroit-là pour accéder aux soins. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci. Bonjour, donc moi je m'appelle Corinne Lagdari, je suis travailleuse sociale communautaire à l'association Act Up Sud-Ouest. Donc je suis là pour dire que j'ai entendu beaucoup de choses, alors c'est bien, mais moi je suis un petit peu inquiète quand même pour le contexte actuel ne me rassure pas du tout. On parle beaucoup d'accès aux soins. Alors moi je suis sur une région qui s'appelle Occitanie, alors j'en profite pour passer le message quand même, c'est qu'on a une passe par exemple avec laquelle nous les petites assos on travaille beaucoup sur Toulouse, qui est située géographiquement en plein centre-ville, donc en termes de proximité des soins et d'accessibilité c'est très important. Or on mène un combat depuis pratiquement plus de 13 ans parce que la ville, des enjeux économiques, etc., font que on essaye de déménager effectivement et de délocaliser ces services-là vers l'hôpital Purpan, qui est beaucoup plus excentré, avec tout ce que ça comporte. Alors au-delà des freins aux soins, c'est aussi du renoncement aux soins, parce que de fait déjà il y en avait beaucoup qui acceptaient pas, mais là beaucoup renonceront parce qu'ils pourront pas s'y rendre. Donc c'est d'autant plus grave. Et ensuite. Moi je voudrais dire aussi, alors moi je suis sur un public aussi, alors j'aime pas tellement le terme mineur non accompagné, moi je préfère les MNR, les mineurs non reconnus. Les mineurs non accompagnés, c'est un terme que j'ai jamais aimé parce que je pense que d'une manière ou d'une autre ils sont accompagnés. On a un collectif d'ailleurs qui passe en procès aujourd'hui à Toulouse qui s'appelle le collectif Autonomie. Voilà, qui sont un groupe de jeunes mineurs non reconnus qui vivent en squat. Voilà, où il y a beaucoup de travailleurs sociaux, beaucoup de bénévoles comme nous qui essayons de leur consacrer du temps, de faire des interventions là-bas. Donc j'attends impatiemment la décision judiciaire là tout à l'heure. Et y compris un jeune LGBT, puisque j'accompagne des personnes séropos, LGBT discriminées, donc je fais beaucoup d'asile, d'accès aux soins, etc. Et j'entendais parler de financement concurrentiel tout à l'heure, mais je voulais dire que nous, les petites assos communautaires, on a toute notre place dans ce champ-là. On travaille avec l'ensemble des institutions et des autres associations. On aimerait bien aussi, à contrario, que dans l'autre sens, ce soit un petit peu pareil. Et au niveau argent, je vous raconte pas, quoi. C'est-à-dire qu'on est au plus profond du tout profond. Voilà, moi je fais 35 heures et je dirais que je consacre 35 heures de bénévolat à côté, quoi. Voilà, je travaille 70 heures par semaine. Voilà. Donc, et après on parlait ce qui se passe là au niveau du soin et de la loi asile. Moi ça me fait penser aussi ce qui se passe dans l'hébergement. On a tiré la sonnette d'alarme pendant de nombreuses années, que ce soit des acteurs, des travailleurs sociaux de la veille sociale ou autres sur d'autres dispositifs, parce qu'ils avaient peur de voir arriver ce qui était en train d'arriver aujourd'hui. Et je dois dire que alors là, je vais faire un peu je vais dire ce que je pense clairement. Je pense que la libéralisation, en tout cas, la marchandisation du soin, la marchandisation du travail social, de l'accompagnement, des conditions de vie, de la qualité de vie n'a pas lieu d'être.
Aujourd'hui, ce qui nous tue aussi, c'est des politiques publiques, comme vous l'avez dit, effectivement, qui sont sur des dispositifs d'appel à projet, où effectivement le financement concurrentiel rentre en ligne de jeu, et que là, forcément, il y en a plein qui vont rester sur le carreau. Et il y a un article d'ailleurs qui était très bien fait il n'y a pas très longtemps, de Laurent Muchelli, pour certains qui le connaissent, qui s'appelle effectivement, je vous encourage à le lire, jusqu'où effectivement on peut accepter d'appliquer, et ça vaut effectivement pour les personnes qui travaillent dans les institutions, j'entendais la dame qui travaille au conseil départemental, etc., dans les institutions d'État, jusqu'où peut-on appliquer effectivement ces politiques répressives imposées par l'État? C'est une vraie question. Et la mobilisation, je pense qu'elle doit être collective aujourd'hui parce que c'est vraiment inquiétant. Et je pense que c'est pas prêt de s'arranger malheureusement, quoi. Et on fera ce qu'on peut, toutes les bonnes volontés, oui, c'est bien, mais je pense qu'aujourd'hui c'est pas suffisant. C'est une vraie mobilisation intensive qu'il faut et à d'autres niveaux. Voilà, merci. D'accord, merci. Ouais, Patrick Bouffard, de Médecins du Monde. Je venais poser une question à l'ensemble des personnes présentes ici. Donc on se positionne donc sur une rencontre autour de l'éthique. Donc il y a des états généraux autour de la bioéthique. C'était pour positionner aussi le fait qu'il y avait des états généraux de la migration. Alors moi, ce que je constate ici, on est en train de le vivre en direct, on a énormément de témoignages, mais finalement, on parle toujours entre nous. On est tous convaincus ici. Ces témoignages, on pourrait les faire durer jusqu'à demain matin. On pourrait les faire remonter, etc. La question que je me posais, on voit bien que les exemples que vous avez donnés là sur Marseille, c'est des atteintes. Pour moi, c'est des atteintes aux droits de l'homme, quoi. Je veux dire, c'est fondamentalement ça qu'il faut qu'on dénonce. Nous sommes des soignants, et je voulais me poser la question de savoir si on a assez bien positionné la question de la santé dans les états généraux de la migration. Je pense au niveau national, au niveau régional, est-ce qu'on s'est fait entendre, etc. Parce que quand on voit ces témoignages-là, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de très important. Et ça, je le mets en rapport au fait qu'actuellement, on a un projet de loi, le projet de loi Collomb, qui va passer, enfin, personne n'est dupe, je pense que, bien sûr qu'on va se battre jusqu'au bout, mais ce projet de loi, dans sa mentalité, il va passer. On voit bien qu'il y a un esprit de présomption de fraude, etc. Il y a quelque chose de très malsain qui va passer là-dedans. Et moi, ce qui m'embête beaucoup, c'est que je pense qu'il y a une bataille qu'on a perdue, c'est la bataille de l'opinion. On n'a pas l'opinion pour nous. Et qu'actuellement, Collomb, enfin la loi Collomb, le projet Collomb, va énormément... C'est ça sa légitimité, finalement. C'est qu'il a gagné dans l'opinion. Donc moi, je revenais vers vous. Alors là, la question, elle est très pragmatique. Je ne sais pas ce qu'il nous reste de temps sur les états généraux par rapport à la loi Collomb, mais faisons émerger ces questions de santé. Enfin, je veux dire, c'est un coin, c'est un angle d'attaque énorme pour contraindre tout ce discours politique construit de manière tout à fait malsaine autour des problématiques de santé. Voilà, c'était un petit peu sur ça que je voulais me penser. Et puis ça, c'est une vraie aussi question démocratique. Je veux dire, on met en place des états généraux. Alors on échange beaucoup, on témoigne beaucoup, etc. Mais il me semble qu'il faudrait qu'on donne plus de force politique. Il faut vraiment qu'on ait un vrai poids politique parce que la relation qu'on peut avoir actuellement avec l'administration Collomb, pour moi, elle est asymétrique. Je veux dire, il a la force, elle est pour lui. La force, elle est pour lui parce qu'il a l'opinion pour lui. Je pense que si nous, on arrivait à mieux se faire entendre, je pense qu'il faut reconquérir l'opinion. Vous voyez, on a des combats dans les combats. Et je pense que ça, il faut qu'on s'en empare et urgemment. Et ça, pour le coup, je pense que c'est une vraie problématique éthique. Aubépine Dahan de l'association Paris d'Exil, donc un de ces collectifs devenus assos sur le terrain à Paris depuis 2 ans. Donc moi je voulais, nous on est témoins de tout ce dont on a entendu parler là, de tous ces dénis de soins, ces situations vraiment choquantes de ces femmes enceintes qui n'ont pas de suivi de grossesse parce qu'elles sont hébergées au 115, de ces soins dentaires qui ne sont pas pris en charge, etc. Mais je voulais surtout témoigner de la santé dans les centres de rétention. C'est un point particulier, puisque tout à l'heure, il a été évoqué la mainmise de l'État et de la police sur la santé. Et ce qui se passe dans les centres de rétention, c'est, je dirais, un point culminant dans la catastrophe, puisque d'une part, au niveau de la santé mentale au sein de ces centres de rétention, il y a énormément de réactions. Voilà, les gens il y a quand même un nombre important de tentatives de suicide et de manifestations de
de décrochage, parce que la situation est tellement incroyable pour ces personnes qui n'ont commis aucun délit et qui se retrouvent enfermées. Les soins psychologiques sont pas du tout pris en compte. Donc moi, j'ai pas été témoin, mais j'ai suivi l'histoire d'une femme qui a fait une tentative de suicide en centre de rétention, qui s'est jetée de 6 mètres de haut devant ses compagnes de rétention. Et puis, elle a été transportée à l'hôpital. Bon, à la fin, elle s'est réveillée de son coma artificiel. Mais les compagnes de rétention qui ont dit qu'elles n'étaient pas bien, qu'elles souhaitaient voir des psys et tout ça, on leur a donné des calmants, quoi. Donc, il n'y a eu aucune prise en charge suite à cet épisode. Et des tentatives de suicide en centre de rétention, on en entend quasiment chaque semaine, quoi. Et on ne connaît que 3 centres de rétention, ceux qui sont en Île-de-France. Et j'ajoute que les familles sont de plus en plus mises en rétention également. Donc ça veut dire des enfants parfois qu'on a vu refuser de s'alimenter parce qu'ils avaient 2 ans et qu'ils étaient enfermés avec leur mère hyper stressée et qui ne voulaient plus manger. J'ai vu aussi des personnes qui devaient avoir des consultations médicales et où la police disait on n'a pas de personnel pour les accompagner, donc pas de consultation. Donc c'est des endroits, je pense, où le droit à la santé est totalement foulé aux pieds. C'est vraiment le cadet de leurs soucis. C'est des endroits où les personnes sont à l'abri des regards, où la police et le ministère de l'Intérieur ont vraiment, je dirais pas tous les droits, mais beaucoup trop de droits et s'imposent à la logique, à la parole médicale. Et je voulais témoigner de ça aujourd'hui et dire que ça s'appliquait aussi à des très jeunes enfants, étant donné que ce matin, les députés ont refusé de s'opposer à l'interdiction de l'enfermement des familles avec enfants. Voilà, et qu'on voit, y compris des nourrissons en rétention. Donc on va passer directement à la table ronde suivante. On ne fait pas de pause compte tenu du retard. Et voilà. Merci.